Alors, je vais laisser la parole à M. Martin Maltais, chercheur à l'Université et professeur à l'Université du Québec, à Rimouski. Bien, bonjour tout le monde. Grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui puis de vous amener dans ma maladie mentale. Non, mais parce que je m'intéresse au financement des universités et aux politiques d'enseignement supérieur. Le financement des universités, là, à part mon collègue recteur ici à côté, puis François, il n'y a pas grand monde qui s'intéresse à lire des règles financières le soir avant de se coucher, là, ici. Là. Alors, c'est un peu, quand on fait ça depuis 10 ans, ça prend une certaine pathologie. Alors, je vais vous amener dans un petit spectacle son et lumière assez sobre à l'intérieur de ma maladie. Et vous allez voir, étonnamment, là, probablement parce que M. McManus est un ancien prof, là, mais on est pas mal en phase là, sur nos propos. Je vais vous amener, il y a un an, jour pour jour, on organisait un colloque, puis là, je vais faire des liens avec le primaire, le secondaire aussi, sur la gouvernance scolaire, puis la relation entre la gouvernance scolaire et la science. Mon collègue Michel Ombriaco avait posé une question devant tout le monde, puis la question était assez simple. C'était « Qui dit ici qu'il manque de l'argent dans les écoles? Levez votre main. » Alors là, les gens levaient la main. Vous comprenez que tout le monde levait la main. Il disait « Qui dit qu'il manque d'argent dans les cégeps? » Tout le monde levait la main. Dans les universités, tout le monde levait la main. Et là, on avait des gens du ministère, on avait des gens des syndicats, on avait des cadres, on avait des enseignants, on avait des chercheurs, tout le monde. Et là, quand on a posé la question, combien il manque? Là, c'était le silence. Alors, on a posé la question. Puis là, on a dit, parce que personne ne pouvait répondre, nous, à l'université, on sait combien il manque. Parce que ça fait 10 ans qu'on collige les données financières des universités, qu'on les analyse, puis on sait exactement aujourd'hui combien il manque pour assurer une formation de qualité. Et il manque 525 millions récurrents. Pour regarder les chiffres, si ça vous tente de placoter. Là, on n'est pas dans des chiffres farfelus comme la feu Crépuc le déclarant en 2012, en s'appuyant sur des statistiques issues de sondages pan-canadiens qui ne sont pas des données comparables. Là, on a eu ces conversations-là, même avec Guy Breton, encore aujourd'hui, on placote, puis il le sait. Alors, dans les cégeps, on a fait le calcul, 200 millions. Pour les commissions scolaires, l'automne dernier, je me suis assis, puis là, j'ai dit, comment on pourrait le savoir de façon relativement simple? La question, ce n'est pas, quand je me compare, combien que. La question, c'est, quel job je veux faire, puis ça coûte combien faire la job? Si mon objectif, c'est d'atteindre 85 du taux de réussite, l'hypothèse des Gilles Royer de ce matin, là, chez les jeunes au Québec, c'est de faire la même job que ce que l'Ontario a fait. Toute proportion gardée, j'étais à sociodémographie à peu près équivalente. Alors, je suis allé regarder, c'était quoi la croissance du financement qui était consacré aux commissions scolaires depuis 10 ans en Ontario? C'est 49 d'augmentation. On est à 27 Toute proportion gardée, faire la même job, c'est 1,2 milliard. Alors, si on parle de la maternelle, si on parle de la fréquentation jusqu'à 18 ans, de l'accompagnement des directions, des changements puis des transformations vers des pratiques probantes, mettons tout le package pour atteindre ça, c'est le coût récurrent. La question, c'est-tu possible de faire ça? C'est-tu possible? Là, je vais vous donner des données réelles. Soyons réalistes. Prenons le cas des universités. Là, vous avez, depuis 10 ans, l'augmentation en équivalent temps plein dans les universités du Québec. On est à 24 d'augmentation. Si vous prenez l'augmentation du nombre de professeurs dans les universités depuis 10 ans, c'est 2 d'augmentation. Si vous prenez l'augmentation de la subvention du gouvernement du Québec aux universités québécoises en dollars constants, on parle de 4,7 d'augmentation. Alors, on va voir si ça se peut. Là. Je vais vous donner un autre cas de figure. Prenons la rémunération globale des médecins. Le nombre de citoyens depuis 10 ans au Québec a augmenté de 11 Le nombre de médecins a augmenté de 38 Et puis, la rémunération globale des médecins en dollars constants a augmenté de 69 Si vous ne comprenez pas, je vous fais ça comme ça. Vous comprenez qu'il y a une petite tendance. Là. Alors, si vous les mettez côte à côte, il faut vraiment être sûr de bien comprendre, parce que quand on regarde les cours, ça a l'air tout au même niveau. Là, si on les met côte à côte, vous avez en bleu la croissance du nombre d'étudiants en équivalent temps plein, derrière la population. À droite, le nombre de profs, en bleu. Derrière, le nombre de médecins. Et à droite, l'investissement de Québec dans les universités, puis la croissance d'investissement de Québec dans la rémunération globale des médecins. Il faut bien comprendre que l'ensemble de la somme sur la période, c'est 3,5 milliards récurrents de plus aujourd'hui. Alors, la rémunération globale des médecins est inférieure au budget des universités
il y a 10 ans. Aujourd'hui, c'est supérieur au budget des universités. Alors, les besoins récurrents pour les écoles, les cégeps, les universités, puis qu'est-ce qui crée la richesse, en fait? Est-ce que quand on pose un geste comme celui-là, puis qu'on se dit que le Québec, c'est une province qui est plus pauvre que les autres, beaucoup disent ça là, de ce temps-ci, qu'on n'a pas les moyens de faire un certain nombre d'affaires, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Si normalement on est pauvre, là, normalement, est-ce qu'on investit dans la masse salariale des médecins à cette hauteur-là? Si on sait qu'aujourd'hui, on a le plus haut taux de médecins par habitant à travers le Canada, que dans 2 ans, ils vont être les mieux rémunérés à travers tout le Canada, est-ce que cet investissement-là rapporte de quoi? Présentement, le nombre d'actes par médecin n'a pas augmenté depuis 10 ans. La prestation de service est à peu près au même niveau. De se faire augmenter son salaire de 68 vraisemblablement, ça n'augmente pas la productivité de cette façon-là. Est-ce que 1 milliard aurait été suffisant et qu'on aurait pu consacrer 2 milliards au reste? Peut-être. Comment on crée de la richesse? Moi, bien honnêtement, quand on travaille avec des médecins, puis je dis ça, là, mon épouse est médecin, là, mais tu sais, les médecins, en général, ils travaillent avec du vieux gagné là, dans une société. Ils travaillent pas. Il y en a une couple qui travaille avec des jeunes, puis qui a des jeunes, mais le gros de la job, c'est du vieux gagné. On ne crée pas de richesse. Pour créer de la richesse, c'est autre chose pour créer de la richesse. Il faut travailler essentiellement à 3 niveaux. Parallèlement à ça, avant de vous donner ces 3 niveaux-là, récemment, on nous annonce une hausse du budget de l'éducation de 3 qui devient la priorité nationale, semble-t-il. 3 jours après, quand vous regardez le budget des dépenses, je vous invite à aller jeter un coup d'œil. C'est très intéressant. 1,9 d'augmentation pour l'enseignement supérieur, cégep, université, 100 millions, pardon. 1,8 d'augmentation pour les commissions scolaires et le préscolaire. Alors, si on n'est pas à 3 là, on est loin de là. Fait que vraisemblablement, il y a eu un tagage initial au dévoilement du budget, puis le lendemain matin, on a rapatrié les postes budgétaires aux endroits où ils devaient aller, c'est-à-dire en dehors de l'enveloppe éducation. Est-ce que l'éducation, c'est une priorité réelle? On peut se poser la question. Je vais vous donner un autre cas de figure pour se demander si c'est une priorité. Parce que là, on a parlé de la rémunération globale. Autre cas de figure. En 2006-2007, le financement que le gouvernement du Québec donnait pour un étudiant équivalent à temps plein dans une université, c'était de 3 820 en dollars constants. Sur les 10 dernières années, c'est une baisse de 11,2 qu'on subit dans la moyenne de la fréquentation étudiante universitaire. Si vous y allez par catégorie, parce que c'est financé par catégorie, de type de discipline, il y a 23 catégories. Si vous prenez un étudiant en médecine au premier cycle, il y a 10 ans, en dollars constants, vous prenez le montant qu'on donnait pour cette personne-là. Aujourd'hui, on donne 30,5 plus d'argent. On donne 34 de plus pour le deuxième cycle, puis 80 de plus pour le troisième cycle en médecine, un étudiant. Vous avez les montants là, en dollars constants. Si vous prenez éducation, vous voyez qu'au premier cycle, il y a une amélioration. Mais quand on parle de la formation des directeurs d'école, par exemple, ou des gens qui sont au deuxième cycle en sciences d'éducation, pour chaque étudiant, on donne 40 moins d'argent qu'on en donnait il y a 10 ans. Alors, est-ce que l'éducation est une priorité? On peut se poser la question. Au troisième cycle, là, il y a un gain, par contre. Il faut quand même le noter. En fait, la création de richesse, c'est toujours la même logique. C'est l'éducation primaire, préscolaire, l'enseignement supérieur, la recherche, l'innovation, puis l'entrepreneurship pour le bout, qui sont des développements issus de la recherche. Récemment, l'Université du Québec, on en a parlé tantôt, mais j'ai le même document dans mes cartons. La rentabilité de l'activité universitaire, c'est un retour sur l'investissement de 9 pour 1. Il n'y a pas beaucoup d'activités économiques ou d'interventions économiques qui te permettent d'avoir un tel gain dans une région. Puis, en ce qui concerne l'entrepreneurship puis les débouchés de la recherche, c'est des organismes un peu comme l'INO, l'Institut national d'optique, qu'il faut viser. L'optique photonique est identifiée comme étant à haut rendement de retombées économiques par Horizon 2020, ils ont 5 chantiers identifiés en Europe, avec 80 milliards d'investis en recherche. Un de ces chantiers-là, c'est l'optique photonique. Et la rentabilité de ça, c'est 20 pour 1. Alors là, quand on est dans des échelles comme ça, c'est là-dessus qu'il faut investir. Alors au Québec, on a de la misère à avoir des centres qui font ce type de travail-là. Il y a les CCTT qui en font un bout, mais ça prend des centres beaucoup plus orientés vers ça, du type INO, et ça ne peut pas se faire par le biais des universités, ce bout-là. Ça doit se faire en dehors du circuit des universités, parce que sont morphologiquement, on n'est pas fait pour ça. On peut avoir une bonne rentabilité, mais pas autant. Voilà.